Bienvenue au F5 Podcast de la semaine. Cette semaine, Extreme Ownership de Jocko Willink et Leif Babin, ou j'imagine Babin en anglais. Deux Navy SEALs qui nous parlent de ce qu'on peut apprendre de leurs aventures, de leurs combats, de leurs erreurs et de l'appliquer, exemple, en business ou dans la vie de tous les jours. Donc, c'est vraiment un livre sur le leadership pour tous, définitivement pas juste pour, si on veut, être dans les forces de l'ordre, vraiment le leadership pour réussir sa vie. Maintenant, à chaque fois, ils expliquent une histoire qui s'est passée. Ça, je vais passer les histoires, parce que si vous voulez le lire, vous allez pouvoir le lire. Je vais vraiment aller dans ce qu'on peut apprendre, dans le fond, du fonctionnement des Navy SEAL et de comment on peut l'appliquer à nous. Le premier concept, c'est le concept de Extreme Ownership. C'est le concept que s'il y a quelque chose qui va mal, bien, la première personne à blâmer ou du moins à analyser, c'est nous. La première chose que les gens ont tendance à faire, c'est essayer de se protéger. Essayer de dire, bien, c'est à cause de tel événement, c'est à cause de telle personne, il y a telle personne qui a fait une erreur, ci ou ça. La première personne à blâmer, si on veut apprendre, c'est nous. C'est la première personne à blâmer. Pourquoi? Parce que si on ne croit pas fermement qu'on a un contrôle sur ce qui s'est passé, on ne pourra pas le changer. Ça revient exactement à ce dont on parlait la semaine passée avec le AMRAP Mentality de Jason Kalipa. Il faut focuser sur dont on a un contrôle, sur les événements qu'on peut contrôler. Donc, si on dit « c'est pas de ma faute », peu importe comment est-ce qu'on le dit, « Ah ouais, mais tu sais, il y a telle personne qui avait fait ça, donc ça a fait que j'avais pas le choix », on ne peut plus essayer d'arranger le problème. On n'a pas un extreme ownership, on n'a aucun grip sur, dans le fond, notre vie ou les événements de qu'est-ce qui va se passer. Donc, on fait partie de la solution quand on a le contrôle sur nous, puis il faut savoir aussi qu'on a le contrôle sur les autres, pas à 100%. Mais si c'est des gens dans notre équipe qui ont fait une erreur, il reste que si on est le leader, c'est des gens qui étaient sous notre responsabilité, donc c'est notre faute parce qu'on les a pas assez formés, parce qu'on ne s'est pas aperçu que telle personne ne faisait pas la job et on aurait dû remplacer cette personne-là. Il y a tout le temps une raison. Vous voyez, si on se dit « Ouais, mais je l'ai formé, j'ai fait tout ce que je pouvais, c'est juste cette personne-là n'est pas bonne », bien, encore une fois, on ne trouve pas la solution. On devrait plus se dire, j'ai pas été capable de voir les signes qui me montraient que cette personne-là ne pouvait pas bien faire cette tâche-là. J'aurais dû la réallocaliser ailleurs ou j'aurais dû potentiellement la renvoyer et prendre quelqu'un qui était capable de faire la job. Fait que c'est vraiment la première étape pour être capable de faire une liste de vraies modifications au lieu de faire une liste d'excuses sur ce qui s'est passé et de vraiment pouvoir avancer. C'est vraiment difficile à faire. Vous pouvez penser à tous les événements qui vous est arrivé cette semaine. Par défaut, on blâme le karma, la personne à la caisse, le COVID, peu importe, sur tout ce qui se passe. Puis on oublie que la première personne qu'il faut qu'on regarde, c'est vraiment nous si on veut vraiment pouvoir apporter des solutions. Parce que les autres, on ne contrôle pas le COVID. Fait que si on fait juste chialer après le COVID, il n'y a rien qui va nécessairement se passer pour aller dans notre faveur. Deuxième chose, il n'y a pas de mauvaise équipe, il y a juste des mauvais leaders. Puis ça, ils en parlent beaucoup dans le training des SEAL, il y a des choses à faire avec des bateaux. Puis s'ils prennent le bateau qui gagne, ils prennent le leader du bateau qui gagne, ils mettent ce leader-là dans le bateau qui perd, c'est presque instantané, le bateau qui perdait se met à gagner. Pourquoi? Parce que c'est pas une question de ce qu'on dit comme leader, c'est une question de ce qu'on tolère. C'est une question de qu'est-ce que les autres remarquent qui est le standard de notre équipe, qui est le standard de notre compagnie, qui est le standard de notre professionnalisme ou peu importe. Ce qu'on laisse passer, ça devient le standard. Fait que si on laisse passer quelque chose qui est sous-optimal, ben maintenant, on est une équipe qui accepte le sous-optimal. Donc, comme leader, il faut être sûr qu'on soit capable de reconnaître la performance et savoir c'est quoi la performance qu'on accepte, c'est quoi la performance qu'on n'accepte pas et comment est-ce qu'on va faire pour le communiquer avec les gens. Tout le monde veut faire partie d'une équipe gagnante.
Dans leur exemple, avec le bateau qui perd, il n'y a personne sur ce bateau-là qui voudrait vraiment perdre. C'est juste que les équipes ne savent pas ce dont ils ont besoin pour être capables de gagner. Mais ils ont besoin de tout le temps aller rechercher un petit peu plus, de ne pas accepter juste le standard, d'y aller un petit peu plus haut. Puis ça prend le leader, justement, qui dit c'est où qu'est la barre. Donc, un bon leader, il n'est jamais satisfait. Un bon leader, il fait toujours bâtir une culture où est-ce que les gens veulent tout le temps s'améliorer puis augmenter ce standard-là au lieu de devenir complaisant. Troisième leçon, il faut absolument y croire. Si comme leader, on ne croit pas dans la mission, on ne croit pas dans notre produit, on ne croit pas dans nos chances de gagner, bien, toute notre équipe va le savoir juste par notre non-verbal ou les actions qu'on va prendre, puis c'est sûr qu'on ne gagnera pas. Comment est-ce qu'on fait pour y croire? Bien, c'est que comme leader, il faut absolument qu'on soit capable de croire à la mission ou dans la partie qu'on va jouer ou dans le business venture qu'on décide de faire. Et si on ne peut pas encore y croire parce qu'il nous manque des éléments, mais il faut poser des questions dans ces éléments-là pour être capable de se convaincre soi-même avant d'aller devant son équipe pour pouvoir les convaincre pour vrai que ça va se passer comme on dit. Donc, y croire, c'est vraiment important, mais c'est surtout de s'apercevoir que pour y croire, il ne faut pas avoir peur de poser les questions difficiles qui font qu'on ne serait potentiellement pas d'accord. Parce que faut savoir qu'on part perdu d'avance si on ne croit pas dans la mission ou dans le devoir qu'on a à faire. Après un classique qui est quand même bien expliqué, check your egos at the door, donc laissez votre ego dehors. Tout le monde a un ego, puis c'est correct si notre ego est au service de l'équipe, mais ça ne devient pas correct quand notre ego devient pour le service de notre personne au détriment de l'équipe. C'est là que ça devient vraiment problématique. Notre jugement, les décisions deviennent toutes biaisées par notre ego. Puis le plus dangereux, c'est qu'on commence à transformer la réalité encore plus que d'habitude, parce qu'on a vu dans les autres lectures que la réalité, de toute façon, c'est juste une interprétation qu'on en fait. Mais plus on laisse notre ego jouer un rôle dans l'interprétation de la réalité, plus on est loin de la réalité, moins on est capable de décoder cette réalité, moins on est capable d'apprendre de cette réalité-là. Fait que c'est pour ça que c'est encore plus important de se rappeler tout le temps que personne n'est trop big pour la ligue. Ça, on l'a vu aussi dans Legacy. Never too big for the small things. On n'est jamais trop grand pour apprendre, on n'est jamais trop grand pour perdre, on n'est jamais trop grand pour balayer son vestiaire comme les All Blacks faisaient. Même si on est un SEAL, on n'est jamais trop bon pour pouvoir se frotter à un adversaire qui est plus intelligent ou plus fort que nous. Il faut tout le temps s'en rappeler. On ne peut pas devenir arrogant, on ne peut pas laisser notre ego se dire que la victoire de toute façon nous est due. Parce que ça, c'est le début de la fin. Après, dans les SEAL, ils ont « cover and move ». So, couvre et bouge. C'est de se rappeler qu'on a tout le temps besoin d'un travail. C'est toujours un travail d'équipe. Il y a quelqu'un qui nous couvre, puis après ça, on peut bouger. Là, on couvre l'autre personne, ils peuvent bouger. C'est toujours un travail d'équipe. Puis que même si on fait notre part, mais qu'on n'est pas un joueur d'équipe, fait qu'on focus juste sur notre petite tâche, puis on se fout de qu'est-ce que l'équipe doit faire, puis c'est quoi le vrai objectif de l'équipe au complet. Bien, il y a de très bonnes chances que nous, on fasse une partie parfaite, puis qu'on perde. Pardon. Parce que ça joue en équipe, puis il y aura tout le temps des différences entre tous les membres d'une équipe, d'une compagnie, peu importe. Mais pour être un vrai compétiteur, il faut apprendre qu'on a un rôle à jouer dans cette équipe-là. Puis on ne peut pas laisser notre côté compétitif prendre le dessus pour pouvoir dire que nous, dans notre tâche, on a mieux fait que l'autre dans sa tâche. Parce que là, on se met à être en compétition à même notre équipe. Puis c'est là que l'équipe ne performe pas. Donc, il faut toujours garder en vue l'objectif global. On n'est pas juste là pour faire notre tâche, on est là pour faire une tâche qui fait partie d'un objectif global. Puis si on focus juste sur notre tâche sans de connaissances un petit peu plus éloignées de c'est quoi l'objectif, c'est là que tout le monde va commencer à se blâmer. Les SEAL, ils gardent tout le temps ça simple. Keep it simple.
Plus c'est complexe, plus s'il y a un problème, ça va mal aller. Plus c'est complexe, plus c'est dur d'expliquer ça à tout le monde. Plus c'est complexe, moins il y a des gens qui comprennent, moins les gens comprennent l'objectif, moins les gens y croient, moins les gens sont capables de travailler en équipe, moins les gens sont capables de comprendre qu'est-ce que les autres équipes font, ça va mal. Fait qu'il faut toujours trouver c'est quoi la façon la plus simple et la plus claire de définir c'est quoi notre objectif. Tout le monde a le droit de poser des questions. Il ne faut jamais ridiculiser justement ces questions-là parce que si on ne les aide pas à être capable de comprendre c'est quoi leur rôle, mais on vient de le voir, ça ne va pas fonctionner, que ce soit en business, en équipe ou en défense. Après ça, les bons leaders sont très bons à prioriser et exécuter. Il y a tout le temps un plan, puis pour finir, les choses changent. Puis un bon leader, il faut qu'il soit capable d'être pas trop impliqué juste dans le front ou pas trop en arrière pour être capable d'être dans le mix, mais garder une situation, garder genre un œil sur la situation globale pour être capable de se dire « Wow, l'objectif a peut-être changé un peu ». Ben, l'objectif est encore le même, sauf que pour atteindre cet objectif-là, vu qu'il y a des éléments qui ont changé, il faut qu'on repriorise c'est quoi le prochain objectif. Puis une fois qu'on l'a priorisé, boum, on l'exécute. C'est l'art d'être capable de prendre un pas vers l'arrière quand tout va mal, puis de juste re-regarder, prioriser, boum, on exécute. Même c'est ça qui va faire qu'on va être en avant de la courbe des problèmes. C'est trop facile, dans le fond, de rester borné et perdu dans les détails, puis de continuer à faire ce qu'on avait dit qu'il fallait faire, sauf qu'on va complètement dans la mauvaise direction. Fait que faut jamais laisser non plus le nouveau focus ou l'ancien focus devenir une priorité telle que ça nous empêche de voir tous les nouveaux potentiels problèmes qui sont en développement. Il faut toujours pouvoir être capable de reprioriser. Décentraliser les commandes. Ça, c'est très propre justement au SEAL, puis dans n'importe quelle organisation, il faut savoir que tous les êtres humains ont vraiment du mal à manager plus que 6 à 10 personnes. D'ailleurs, les SEAL, ils sont tout le temps 6 par équipe, Team 6. Donc, si on a des gros groupes, il faut les breaker en plus petits groupes, exemple de 4, 5, 6 personnes, avec un leader clair pour chacun de ces groupes-là qui rapporte à d'autres leaders. Comme ça, on va être capable de s'assurer que chaque leader comprenne ce qui se passe, puis que chaque leader puisse prendre des petites décisions selon leur autorité, entre guillemets. Il faut qu'ils sachent jusqu'où ils peuvent aller dans les décisions, mais il faut qu'ils puissent prendre des décisions pour pas tout le temps aller demander en haut, avec leur petit groupe. Puis que quand c'est une décision qui dépasse leur autorité, ben qu'ils aient encore plus que juste l'idée de dire « Ah, qu'est-ce que je devrais faire dans cette situation-là? » Qu'ils puissent déjà dire « Moi, je ferais ça, est-ce que j'ai l'autorité de le faire? » Donc, de tout de suite proposer. Donc, dans le fond, ils peuvent quand même presque pré-prendre la décision avant de demander à leur supérieur ou dans une compagnie à leur boss. Mais comme ça, quand ils arrivent au boss, il y a déjà une potentielle solution qui est là. En faisant ça, ça permet justement de vraiment décentraliser les commandes et d'être beaucoup plus flexible, de réagir beaucoup plus vite. Donc, l'idée, c'est toujours, quand vous allez voir votre boss, au lieu de dire « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? » il faut donner le plan qu'on va faire. Comme ça, plus les plans qu'on va proposer vont être bons, plus on va se faire donner de la liberté de bouger exactement comme on veut, puis vers où on veut aller. Ce qui va faire que toute la compagnie ou toute la mission va mieux aller. Après ça, planifier. Il faut se demander c'est quoi l'objectif. Il faut trouver une façon, bien sûr, d'impliquer le plus de monde possible dans le plan. Pourquoi? Bien sûr, pas tout pour tout le plan. Tout le monde n'a pas besoin de savoir tout ce qui se passe. Mais chaque petit leader doit avoir un peu la main à la pâte pour pouvoir s'impliquer dans le plan, pour savoir la raison de pourquoi est-ce qu'on fait ça. Puis ça se rattache après à croire dans le projet. Ils savent pourquoi on leur demande de faire ça. Ils savent pourquoi ils vont demander à leur équipe de faire ça. Parce que ça s'imbrique dans quelque chose d'un peu plus gros, puis on a besoin de ça, puis c'est important à cause de telle raison. Donc, il faut faire bien attention qu'on planifie, de laisser de la place à tous les leaders. Comme on dit, peut-être que le gros plan est planifié avec certains leaders, puis après ça, il y a
Il y a des étapes du plan qui vont être planifiées par d'autres leaders. Il n'y a pas besoin d'avoir tout le monde qui sait tout, sinon c'est trop de détails, puis ça embourbe de toute façon même le cerveau des gens, puis ils prennent des mauvaises décisions. Il faut toujours sélectionner le plan le plus simple. Pourquoi? Parce que plus c'est simple, plus ça a des chances de réussir. Et il faut s'assurer aussi que ce plan-là va pouvoir être donné en brief et être compris de tout le monde. Et il faut laisser tout le temps, bien sûr, les questions. Parce que quand on questionne le plan, c'est là qu'on s'aperçoit s'il y a potentiellement des failles. Après ça, être capable de setter son organisation pour qu'on puisse mener d'en haut. Mener d'en haut, les unités qui sont en dessous de nous, les équipes qui sont en dessous de nous, les groupes qui sont en dessous de nous, ils focusent sur leurs tâches, mais ils ont quand même besoin d'un minimum d'informations pour savoir le rôle de toutes les autres. Fait que c'est là que, comme leader, il faut aller voir nos cellules qui travaillent individuellement, nos petits groupes de 5, 6 exemples, ou de 1, ou de 2, ou de 3. Peut-être comme, voici, toi tu fais ça, puis pour que tu saches où est-ce que ça s'imbrique dans la compagnie, ou dans la mission, ou dans notre équipe, voici ce que les autres font. De façon brève, ils n'ont pas besoin de savoir tous les détails, mais comme ça, ils savent. Comme ça, ils savent que ça se peut, comme ils ne sont pas une priorité, qu'on leur demande rapidement de changer, de se tourner sur un dizaine. Ou peut-être ils savent qu'ils sont une priorité, fait qu'ils vont savoir que si jamais ils ont besoin de plus de ressources, ils devraient le demander tout de suite, parce qu'en ce moment, c'est eux qui sont le maillon faible, exemple, ou le maillon fort quand on va être capable de réussir cette étape-là. Après ça, mener, mais par le bas, fait que vers le haut, faut s'assurer que les leaders au-dessus de nous, ils prennent les bonnes décisions. Ça revient encore à Extreme Ownership. S'il y a quelqu'un qui prend une mauvaise décision au-dessus de nous, il faut se dire, c'était quoi le rôle que j'avais à jouer pour lui donner plus d'informations pour qu'il puisse prendre la bonne décision. Donc, c'est beaucoup plus difficile de mener, mais qu'on est en bas vers nos boss, parce qu'on ne peut pas utiliser notre autorité. Mais par contre, il faut que ça soit fait. Puis, encore une fois, il faut tout le temps demander la permission de faire le plan qu'on a mis en place au lieu de dire qu'est-ce que tu veux que je fasse. Quand on dit qu'est-ce que tu veux que je fasse, ça n'aide pas la personne nécessairement en haut. Après ça, il faut s'apercevoir que c'est normal qu'on ne comprend pas tout le temps notre grand rôle dans l'organisation. Fait que des fois, on va présenter un plan puis on va se le faire transformer, ce plan-là. Mais au moins, on avait une partie de la solution. Mais il ne faut pas non plus capoter quand on se fait dire que non, regarde, écoute, en ce moment, ça, c'est pas une priorité à cause de ça, ou pour des raisons de je peux pas t'expliquer en ce moment parce que c'est confidentiel ou parce que ça a rapport avec un deal qu'on fait à l'étranger, il ne faut pas que ça se sache, peu importe. Après ça, décision et incertitude. Ça, c'est bien important, puis en ce moment, c'est exactement ça. Les leaders, dans le fond, c'est des gens qui sont capables de prendre des décisions avec l'information qu'on a en ce moment. La plupart des gens qui sont pas très bons en leadership, le problème, c'est qu'ils s'attachent trop sur les détails, ils attendent d'avoir 100% des informations pour prendre une décision, et on n'a jamais 100% des informations, ou alors, à ce moment-là, tout le monde est capable de prendre la décision, puis ça n'a plus d'avantage. Que ce soit en business, en bataille, ou au niveau personnel, on n'a jamais toutes les informations quand il faut prendre une décision. Mais il ne faut pas laisser ça nous paralyser. Il faut prendre la décision puis vivre avec. L'information ne sera jamais complète. Puis quand il faut prendre la décision, il faut toujours juste se dire c'est quoi l'information présentement que j'ai, puis c'est ça que je vais utiliser, puis je vais prendre la meilleure décision basée là-dessus. Pour la discipline, c'est la liberté. La ligne est mince pour les bons leaders parce que discipline versus juste laisser les gens complètement libres, il faut être entre les deux. Puis c'est le même principe entre la confiance puis l'arrogance. Il faut être entre les deux, entre être courageux et être téméraire. Il faut être entre les deux, entre compétitif ou apprendre de ses défaites, entre être attentif aux détails ou obsédé par les détails. Être fort versus être endurant. Avoir une extreme ownership ou décentraliser la prise de décision. Fait que tout ça, c'est assez difficile à bien équilibrer et c'est justement la difficulté pour être un bon leader. Et c'est pas dans le livre, mais
il y avait ça dans mon équipe d'escrime, quand j'étais plus jeune. Ça disait que le bon jugement venait des mauvaises expériences, de l'expérience, pardon, puis l'expérience venait des mauvais jugements. Ce qui veut dire qu'on va en faire des erreurs. C'est sûr. Mais ce qu'il faut faire, c'est si on remarque Extreme Ownership, Principles de Ray Dalio, il y a Shoe Dog, il y a plein de livres qui nous parlent d'erreurs de gens qui sont passés avant nous. Bien, l'idée, c'est d'essayer d'apprendre le plus possible, mais de ne pas laisser ça nous paralyser, de dire « Ah, je ne veux pas faire d'erreur, donc je ne veux pas prendre de décision. » On n'a jamais toute l'information. Des fois, il faut juste y aller. Il ne faut pas avoir peur de foncer. Puis, après ça, on apprendra de toute façon. Ou alors, on réussira, puis on sera bien content d'avoir eu le guts de le faire. Fait que j'espère que ça vous a plu. On se voit la semaine prochaine pour un autre livre.